ces sujets sur ce plateau, vous le savez bien. Alors je précise aux téléspectateurs qui ont certainement compris que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre de la sous-commission communication et marketing du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au niveau du comité central. Au niveau du comité central. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau de droit de réponse, Fa Elvis Taillon. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à toutes mes co-panélistes, bonjour à tous les spectateurs et spectatrices de cette émission et de la télé Equinox. Et comme on disait, je suis content d'être ici aujourd'hui, mais comme on dit, Cameroun est bilingue, je veux continuer en anglais. Toutefois dire, it's my pleasure meeting all of us here. And of course, I think that we will be doing our own modest contribution to give the truth and nothing but the truth on this platform, because we know that we are where we are today because many people have come on platform and have been able to tell lies when the televiewers themselves know the truth. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Serge Aimé Bicoy. Serge Aimé, bonjour. Bonjour Cédric Goufélé, bonjour à tous les compagnonnistes. Vous êtes chef service politique et économique à la radio RTS émettant à Yaoundé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et il est consultant sur droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Goufélé, je salue les companélistes, notamment le retour sur le plateau de Maître Pincy, qui nous a manqué un peu. Mes amitiés renouvelées aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Je reste avec vous, Edmond, pour évoquer cette une à la Nouvelle Expression et dans d'autres quotidiens cette semaine, l'image de Mamadou Yacouba Mota, premier vice-président du MRC, torse nu dans un pick-up de la gendarmerie, et la Nouvelle Expression a vite fait d'établir un lien entre l'image d'un nationaliste africain, Patrice Lumumba, et l'image de Mamadou Mota. Comment vous en êtes arrivé à établir ce parallèle? Oui, il faut le dire, le quotidien La Nouvelle Expression a effectivement, dans l'une de ses unes, de ses manchettes de la semaine, mis deux photos juste côte à côte, celle de Patrice Emery Lumumba, qui avait été arrêté en décembre 1960 et qui a été assassiné quelques semaines plus tard, c'est-à-dire le 17 janvier 1961. À Lubumbashi, en République démocratique du Congo. L'autre photo, c'est celle de Mamadou Mouta, qui est le premier vice-président national du MRC, qui a été interpellé, arrêté, torturé, à la suite des événements qui sont survenus à la prison centrale de Kondengui. L'image, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux images. D'abord au niveau des personnalités. Patrice Emery Lumumba a été le premier ministre, n'est-ce pas, de l'Est-Congo belge ou du Congo libre, indépendant. Et nous avons Mamadou Mouta, au niveau de son statut, après Maurice Kamto, qui a été en Bastille le 28 janvier dernier. C'est lui qui a pris le mouvement et qui a drainé les troupes à travers les marches, au terme desquelles il a été lui-même interpellé et jeté à la prison centrale de Kondengui. Et on a vu par la suite qu'il avait été exfiltré nuitamment de cette prison pour des lieux inconnus. Mais l'actualité immédiate, c'est surtout l'événement survenu à la prison centrale, n'est-ce pas, de Kondengui, où on a vu, et ça il faut le dire, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, Mamadou Mouta est dans une situation d'injustice totale. Pourquoi? Parce que, on va y revenir sans doute, parce qu'il a joué un rôle d'apaisement, un rôle de médiateur, de traducteur même. À aucun moment il n'a été lié à un geste ou un acte de rébellion, mais il a été traité comme un rebelle, comme un meneur, comme quelqu'un qui a sémé le trouble pendant les événements récents à la prison de Kondengui. Et ce sont les informations qui nous parviennent de ce qu'il a subi. Quand vous voyez les deux images, Lumumba d'un côté, dans un camion avec des forces de l'ordre ou des forces de défense et de sécurité, dans une sorte d'étau, c'est-à-dire il est encerclé, il est assis. Lumumba, certes, il est habillé sur la photo, mais on le voit, on tire ses cheveux, il est matraqué, et de l'autre côté, on voit sur l'autre photo Mamadou Mouta, pratiquement dans la même posture, dans la même position. Il y a le pied d'un soldat sur l'une de ses épaules, et je dois dire ici qu'il a un bras fracturé
de suite de ces tortures. Et puis, nous avons estimé qu'il était important parce que ces images sont poignantes. Quand nous faisons un feedback sur une image de 1960, celle de Patrice Lumumba et celle de Mamadou Mota, c'est pour dire que de telles images, on n'en veut plus dans un état de droit. Le ministre chargé de la communication et les autres membres du gouvernement disent tout le temps que le Cameroun est un état de droit. Ce qui s'est passé à la prison de Kondengui, ce qu'a subi Mamadou Mota n'est pas ce qu'on attend d'un état de droit. Voilà de manière globale les premiers éléments que je peux vous donner par rapport à ces images. Après vous, Edmond, Serge Aimé Bikoy, vous avez suivi de près l'évolution de la situation à la prison centrale de Yaoundé, la mutinerie en début de journée de lundi et ensuite l'intervention des forces de l'ordre de la gendarmerie et après l'exfiltration de certains détenus, parmi lesquels le premier vice-président du MRC. Et cette image devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a choqué plus d'un, elle aussi publiée à la une de plusieurs journaux cette semaine, le vice-président d'un parti politique torse nu dans un pick-up de la gendarmerie et selon ses avocats, il a subi de nombreux actes de torture. Comment analysez-vous cette situation? Oui, il faut relever que sur le plan indicatif et en termes informatifs, chacun peut regretter justement cette image qui est inqualifiable et intolérable. Parce qu'en réalité, on se pose la question de savoir est-ce que véritablement on respecte encore la dignité humaine au Cameroun? Est-ce qu'on respecte encore la notion de dignité humaine lorsque l'on voit la façon dont certains contestataires sont traités? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas davantage d'opérer le scénario de la contestation ou bien d'opérer le scénario de la criminalisation des contestataires qui sont à la prison centrale de Yaoundé. Mais encore faut-il chercher à prendre en considération les différentes formes de récrimination qui sont posées. Parce que je me souviens que lorsque la mutinerie a droit de citer dès le 22 juin dernier à Mantiné, il y avait 4 contestataires qui aujourd'hui ne sont pas encore répertoriés. Il y a le général Ngalim, il y a Penterens, il y a Mancho BBC et il y a également Konranti. Bon, c'est vrai que selon des sources informatives telles que nous avons enquêté là-dessus ces derniers jours, il serait au GSO, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc ce sont ces 4-là qui dirigent dans le mouvement et qui posent la question de savoir pourquoi 2 ans après l'enclenchement de la crise anglophone, ils sont toujours incarcérés alors qu'au moins 2 vagues des détenus concernés par la crise sociopolitique actuelle ont été libérés. Et alors là, le mouvement de foule est créé, il se défoule sur la cour d'honneur et ils sont rejoints plus tard par quelques détenus du MRC, en l'occurrence Mamadou Mouta, qui a tenté, selon notre observation, de calmer les uns et les autres. Parce que l'erreur qui a été justement commise par les forces de l'ordre, c'est de considérer le premier vice-président du MRC comme l'un des leaders de la contestation de ce mouvement. Or, Mamadou Mouta est arrivé pour justement calmer les uns et les autres et de comprendre justement ce qui se passe. Il a donc été confondu avec les autres manifestants, notamment avec les 4 premiers contestataires dont l'évocation vient d'être faite et qui ont été eux aussi arrêtés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage estimer qu'il y a une certaine exagération dans la perception de Mamadou Mouta dans ce levier de la contestation qui a été diligenté au niveau de la prison centrale de Yaoundé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'image est considérée au premier abord comme l'image de Mamadou Mouta est considérée comme une image qui traduit là l'avilissement d'une personne en posture d'incarcération, en posture d'arrestation. Parce que Mamadou Mouta est tenu dans un pick-up et il est présenté sur la façade de la République comme quelqu'un qui a commis quelque chose d'inimaginable. Or, en réalité, ce n'est que la contestation. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit traiter n'importe quel contestataire à la prison centrale du Yaoundé comme quelqu'un qui est considéré comme un brigand ou bien quelqu'un qui a carrément volé un ensemble de ressources financières publiques? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a l'impression que on veut davantage créer des formes de torture morale, psychologique et physique sur la personne humaine, alors qu'en réalité, il faut d'abord même prendre en considération l'ensemble des revendications qui ont été posées par les contestataires anglophones, qui veulent tout simplement que le ministre d'État, le ministre chargé de la Justice, garde des Sceaux, puisse prendre en considération leurs formes de revendications, qui sont d'ailleurs légitimes, parce qu'on ne peut pas comprendre que certains sont libérés et que d'autres soient maintenus sur la base de quelle critérologie objective.
on n'en sait rien. Mais la conversation a commencé en matinée jusqu'à tard dans la nuit, où véritablement le mouvement a pris corps avec le ralliement des prévenus, des détenus, des prisonniers du MSC, entre autres. Tout ce qui a créé justement ce boom au sein de la prison, de manière qu'il y a eu un brasier plus tard, en termes d'effets qui ont été justement comptabilisés sur le plan matériel et sur le plan des blessés. Et alors là, on se pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, sous le prétexte d'avoir manifesté par exemple à la prison, il faut torturer moralement, psychologiquement et physiquement les individus, alors qu'en réalité, le problème posé permet davantage d'inscrire en termes de problématique au niveau de l'administration pénitentiaire, la surpopulation carcérale, le mauvais traitement infligé aux prévenus et aux détenus, entre autres. Et le collectif des avocats de la défense de Mamadou Mota et Maurice Kamto ont rendu public un communiqué le 26 juillet 2019 racontant les actes de torture subis par Mamadou Mota, qui a été exfiltré de sa prison autour de 3 h du matin dans la nuit de lundi à mardi dernier, et sur l'itinéraire le conduisant à la gendarmerie au CED, selon les propos de leurs avocats, il a reçu des coups de poing et des coups de matraque, selon les propos de ce collectif, qui note qu'en voulant protéger sa tête déjà blessée, son bras gauche sera brisé avant qu'il ne soit jeté dans une pièce infecte du CED, où il passera 4 jours à l'isolement total sans pouvoir recourir à la visite d'un avocat ou d'un membre de sa famille. Le même traitement est réservé à d'autres personnes qui ont été exfiltrées à la prison centrale de Yaoundé. C'est en substance ce que rédige le collectif d'avocats pour la défense de Mamadou Mota sur ce plateau avec Moufa Elvis. Lorsque vous suivez ce récit des traitements infligés au premier vice-président du MRC, soupçonné d'être parmi les meneurs de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé, comment vous réagissez? Well, Cedric, you understand our reactions are the same, because when you look at the manner in which the incidents occurred, remember that the lawyers themselves of our party, and including even the office of the spokesperson, Olivier Biboun, also made a communique, which are all in line with what transpired at the Yaoundé Central Prison. Now, you realize that when we say that Cameroon is at a crossroad, or we are at a stage whereby people take laws into their hands, it's because the human rights abuses that MRC or CRM has been advocating for, you realize that it is fast above the level whereby people cannot believe what they see. You know, we are here on the platform with a CPDM, of course, a lawyer, who we expect people like them to have been able to come out clearly and say, no, this act is barbaric and is not acceptable under human rights normal conditions. Now, when you look at what happens to our Vice President Mamadou Mota, you get to realize that there is what we call victimization. It means that the torture is carefully calculated and put in place by the state in the disguise of justice. Now, when you look at the issues, Cedric, if you look at what transpired at the prison cell, you realize that he himself was among those who were instead trying to broker the peace deal or to try to maintain peace when issues went off hand. Of course, when most of the protesters were moving towards the VIP unit, of course, to attack the government ministers, former government ministers who have been incarcerated for embezzlement. Now, what we ask ourselves, Cedric, is if we say we are in a state of law, the first thing is when we see people being vandalized, being brutalized by the military, does it speak well for our country? The answer is no. When we see a situation whereby people stand up for reasons genuine, because even those at the cell, the Anglophone detainees, you remember that CRM in one of our programs have been saying no to the war in the Northwest, Southwest. That had been cleared. And besides that, we had taken time to make sure that we tell Yaoundé regime that they need to give a listening ear to the way they treat the matters in the Northwest and the Southwest. And Cedric, you know, as we speak, they have been taking it for granted. And that's where we find ourselves where we are today. You can't tell me that a national vice president, that a vice president is being put in pickup, smashed and tortured as if it's just an ordinary man. Besides Olivier, besides Cedric, when we look at issues, all detainees that were complaining had a reason. Because if you look at it, the question is, why should some people embezzle billions of francs CFA?
Their sentences have been passed already, and they enjoy at the VIP unit, air condition, television set, and what have you, good food, nice medical care, while others are at the Kosovo unit. A prison meant for 500 to 700 people now hosts more than 6,000. Cedric, look at the situation. So the state itself, when those who even stood up and they were saying that they needed to see the Minister of Justice, were on their right, because they felt that they are right. They have been there for getting to 3 years. Imagine, Cedric, that you take somebody from Fundong, another person from Kombo Abedimu, another one from Mbonge, and you transfer him direct to Yaoundé, and he is now under military trial where the case has never ended. We start asking ourselves, what are the importance of the military courts found in Buea or found in Bamenda? And at the same time, for the crimes the state says these prisoners have committed, the question we ask ourselves is, the crime they presumed that these persons have committed warrants them to go before a civil court or before a military court? The barrister is here from the CPDM, who is supposed to understand more what we're saying here. So at the end of it, Cedric, we discover that when you blindfold some prisoners, you take them to an unknown destination, you torture some without finding out. First of all, we know that we have signed international conventions, which the barrister knows about. Conventions of human rights, Geneva Convention and all the like. And you come now to say, you get somebody in the case of an arrest. You are supposed to investigate, Cedric, as the state. But when you take upon yourself to brutalize, you blindfold people, you take them to an unknown destination. This is what CRM says, that the only thing that can get us moving is when we get a new system put in place. Because presently, as we speak, we have many unanswered questions concerning the Kondenge. Et le quotidien Le Messager qui déplore ces actes de torture alors que les prisonniers ont posé un épineux problème concernant la surpopulation carcérale. Maître Emmanuel Pensy, sur cette sortie des avocats de Mamadou Mota et cette image que vous avez vue sur les réseaux sociaux à la une de plusieurs journaux d'un vice-président d'un parti politique torse nu dans un pick-up et qui, selon ses avocats, a subi des traitements inhumains durant son exfiltration jusqu'à une cellule de secrétariat d'État à la Défense. Comment vous appréciez cette situation? Comment vous appréciez la gestion d'une telle mutinerie? Bon, je commençais d'abord à parler des faits. Parce que vous n'avez pas parlé des faits, vous allez parler des conséquences des faits. Il faudrait savoir que déjà le 15 janvier, il y a 3 commissaires qui ont fait l'objet... on a séquestré des commissaires. Vous êtes au courant, les 3 commissaires séquestrés. Et il y a eu donc au niveau de la prison centrale de Yaoundé cette mutinerie, suivie par une autre mutinerie à la prison de Buea, avec des incendies, avec une sédition, quelque chose d'absolument incroyable. Vous êtes en prison, d'accord. Vous avez des revendications à faire, d'accord. Mais lorsque vous commencez à brûler, à attaquer et à saccager la prison, je crois que vous vous trouvez là en infraction. Il faudrait savoir que lorsque vous faites ce type d'infraction, il y a une nouvelle procédure qui est en cours, qui ne correspond pas à la procédure qui était antérieure, qui concerne ce que vous avez appelé insurrection, etc., sur lesquels on a eu à interpeller un certain nombre de membres du MRC, parce que, et vous le savez très bien, les marches du MRC ne sont pas des marches pacifiques. Les marches pacifiques ont abouti, excusez-moi, en 1974, à la révolution des œillets au Portugal, où le dictateur Salazar est parti. Les marches dites ont abouti en Inde également au départ du colon. Des marches pacifiques, dit-on, ont abouti en Algérie au départ de Bouteflika, des marches dites pacifiques au Soudan, etc. Mais lorsque, excusez-moi, mais lorsque, non, il faut parler donc il y a une procédure au début qui concerne cette insurrection qui est régie par les dispositions de l'article 116 du code pénal, dont les peines encourues, tout le monde le sait, sont de 10 à 20 ans de prison. Il y a également ceux qui n'ont pas les autorisations de marche, là c'est délictuel. Mais il faudrait savoir, lorsque vous avez en même temps des procédures qui sont en même temps, qui relèvent du tribunal militaire, qui relèvent en même temps des délits correctionnels, c'est le tribunal militaire qui est compétent. Et c'est pour cela que ceux qui n'étaient pas concernés par l'affaire
avec le commissaire du gouvernement, ont été libérés. Et d'autres, qui ne sont pas encore coupables, passeront devant la juridiction compétente pour voir ce qu'il en est. Maintenant, ce qui se passe, je ne peux pas nier qu'il y a une surpopulation carcérale qui pose problème. Nous-mêmes ici à Douala, il y a quelques années, nous avons eu, avant déjà les événements de février, je crois que c'est 2008, à libérer plus de 600 personnes, parmi lesquelles les gens étaient détenus à la prison de Newbel, alors que même la peine encourue était inférieure au délai où ils étaient en prison. Donc avec l'aide de l'Union européenne. Donc les avocats l'ont fait gratuitement. Et moi, j'avais vu à l'époque le procureur général, Njodo, qui est maintenant procureur général près de la Cour suprême, et on a libéré un certain nombre de personnes. Moi, j'ai visité la prison. La prison n'est pas quelque chose d'agréable. Il y a une surpopulation carcérale. Effectivement, si on fait des revendications, mais ce qui s'est passé, on sent que c'était un coup monté, parce que ça a commencé par des cris par les Ambazoniens, et après ils ont été rejoints par quelques éléments du MRC, et on a brûlé les prisons. Mais et on a même tenté, il y a, je pense, un ancien premier ministre est blessé, également d'autres ministres ont été blessés, et on a attaqué, on a saccagé la prison, et ça fera l'objet, ça fait l'objet d'une procédure particulière où les gens vont comparer devant la juridiction compétente pour être sanctionnés. Ça, soyez-en sûrs. Mais maintenant, de certains militants... je vous donne l'état du droit. Je vous donne l'état du droit. Les avocats de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui sont à la prison centrale de Yaoundé, se plaignent que leurs clients ont été exfiltrés sans qu'ils ne soient informés. Ils se plaignent du fait que ces militants du MRC, en l'occurrence leur le vice-président, a été victime de torture. Excusez-moi. Sur cet aspect précis. Non. Les faits se sont déroulés à quelle heure? Ils ont précisé dans leur communiqué les faits à partir de 3 heures du matin. À 3 heures du matin, les avocats n'étaient pas là. Ok? Non, Maître Emmanuel a tenté de rencontrer laissez-moi d'abord répondre. Mais en vain. Laissez-moi. C'était vers 21h. Laissez-moi répondre. Moi, je sors de Yaoundé. Non. Moi, je réponds à une question. Je préfère répondre à la question de... Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Les avocats, vous allez répondre après. Les avocats n'étaient pas là à 3 heures du matin. Et lorsqu'il y a un délit ou un crime flagrant, on peut enquêter. Donc si vous commettez un crime, par exemple, à minuit ou 2 heures du matin, on vient, on vous arrête. Donc c'est un fait qui est flagrant. Et effectivement, à ce moment-là, le parquet, ou bien en tout cas le commissaire du gouvernement, a le droit de pouvoir se saisir des personnes et de pouvoir commencer, en tout cas, des investigations. Pour l'instant, on est au niveau des investigations. Bon, parlons maintenant de votre image que vous avez sortie dans la nouvelle expression. Entre d'un côté Lumumba et de l'autre côté Mota. D'abord, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que Lumumba avait fait le discours devant le roi des Belges. Un discours excessivement violent. Non, ça c'est la réalité, au point de vue historique, si vous ne le savez pas. Et comme ce discours était violent, les gens, alors qu'il était nouvellement Premier ministre, ont décidé de lui faire quitter le pouvoir, et tout le monde sait qu'il a été assassiné avec l'aide des Américains. Par les Américains, on a eu des films dessus. Donc, Lumumba n'a rien à voir avec Mota, qui est un jeune homme qui veut être dur, qui veut se considérer comme un héros, et qui n'est même pas un élu de la nation, et qui s'est retrouvé peut-être dans une situation que moi j'ignore. Je ne connais pas la situation dans laquelle il était, mais il s'est retrouvé peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, et que compte tenu de ce qui s'est passé au niveau des prisons, je peux vous assurer que j'ai vu, moi aussi, des images, comme vous voyez, j'étais en France, avec le feu partout. Ça, c'est vrai. Situation carcérale difficile, on en parlera tout à l'heure, mais brûler les prisons, parce qu'on fait des revendications, ne me semble pas quelque chose d'acceptable. Après, Edmond Kamgia, sur la situation de ces militants du MRC, ces détenus de la crise anglophone, qui au départ ont posé un problème relatif à leur dossier judiciaire et leurs conditions d'incarcération à la prison centrale de Yaoundé. Ensuite, c'est une réaction énergique et musclée des forces de l'ordre, des autorités administratives, qui ont envoyé des forces de l'ordre, de la gendarmerie, pour essayer de calmer, disent-ils, et ramener à l'ordre les prisonniers à la prison centrale de Yaoundé.
Comment appréciez-vous l'évolution et la gestion de cette mutinerie? Je dois dire que dans un pays normal, si le Cameroun en était un, si on était un État de droit, le ministre de la Justice devrait rendre son tablier. Ah bon? Pour n'avoir pas su gérer cette crise. Je vais m'expliquer. Il ne faut pas qu'on laisse croire aux téléspectateurs, aux Camerounais et à tous ceux qui suivent cette émission, de là où ils se trouvent, à travers le monde, que le ministre n'était pas au courant des problèmes à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Un mois plus tôt, il avait reçu un courrier, au mois de juin, de la part des responsables de la prison, qui lui faisaient état de la situation dans sa prison. Parce que la plupart, beaucoup de détenus, y compris les détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, se plaignaient déjà de leur situation. À commencer par les lenteurs judiciaires, les conditions de vie dans cette population, dans cette prison surpeuplée. Ils se plaignaient également de la manière dont ils sont nourris dans cette prison. Il y avait un certain nombre de doléances que ces détenus particuliers avaient posées. Il y avait en réalité une menace permanente de mouvement, d'humeur. Et le régisseur, celui qui est parti avant que le nouveau n'arrive, avait pris la peine d'informer sa hiérarchie de la situation. Monsieur le ministre d'État, chargé de la justice et des gardes des Sceaux, était au courant de la situation. Il n'a rien fait du tout. Ah bon. Et quand, Maître Pincy, permettez que je puisse avancer dans mes développements. Vous allez composer le gouvernement. Hein? Je vous en prie. Non, Maître Pincy, quand vous parlez, moi je ne vous interromps pas. Je vous dis que le ministre d'État, était au courant de la situation. Et c'est lui justement qui a été interpellé par les détenus qui ont, dès le matin, commencé leur mouvement d'humeur. Et je peux le dire dans la discipline, parce qu'ils étaient dans la cour. Ils n'ont brutalisé personne. Ils avaient des écriteaux pour transmettre le message, ils chantaient, il y avait un certain mouvement d'agitation, mais il n'y avait pas de mouvement susceptible de nuire aux autres prisonniers ou alors à nuire au calme dans la prison centrale de Kondengui. Et je peux même vous dire que jusqu'à 18h, il n'y avait pas d'incendie, il n'y avait pas tout ce qui est arrivé après. C'était le calme, c'est-à-dire ils avaient pu exprimer ce qu'ils avaient à dire et souhaitaient rencontrer monsieur le ministre de la Justice, qui était au courant de leurs problèmes. Il n'est jamais venu. Il a envoyé, selon nos informations, des représentants, des personnes, des émissaires, mais les détenus voulaient le rencontrer en personne parce qu'ils connaissent ce dossier. S'il était venu, il n'est pas certain que ce qui est arrivé ait pu arriver. D'accord. Je dis, s'il était arrivé à temps, monsieur le ministre de la Justice, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu tout ce qu'on a vu par la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé entre 18h Attends, il faut qu'on arrive à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre 18h et minuit? Pourquoi y a-t-il eu une évolution tragique de la situation? Nous avons eu l'information selon laquelle les portes du Kosovo ont été ouvertes. Qui a les clés des cellules des prisons? C'est ça. Je ne pense pas que ce soit les détenus. Il faut qu'on nous dise qui a ouvert les portes du Kosovo. Parce que c'est quand les portes du Kosovo ont été ouvertes. Expliquez aux téléspectateurs ce que c'est que... ce sont des quartiers à l'intérieur de la prison où on rencontre des grands bandits. Voilà. Notamment les quartiers 8 et 9. Quartiers 8 et 9. Voilà. Expliquer. Et ces portes ont été ouvertes, des détenus dangereux sont sortis. Et selon les informations que nous avons également, ceux qui auraient ouvert ces cellules-là s'attendaient à ce que ces grands bandits s'attaquent aux manifestants, s'attaquent à ceux qui faisaient une manifestation dans le calme et dans la discipline dans la grande cour. Mais ils ne se sont pas attaqués à ces manifestants. Ils ont eu deux objectifs. Aller dépouiller les prisonniers VIP, dont certains ont été agressés, et aller dans les quartiers des femmes pour violer les femmes. Fort heureusement pour les femmes, ce quartier est assez sécurisé. Et ils se sont malheureusement attaqués à certains prisonniers VIP dont il y a eu des blessés. On nous parle d'un ministre, l'ancien ministre de la Santé et un ancien Premier ministre.
Voilà pour la situation. Parce que, même si vous dites les faits, je vous parle des faits. Même, on va en discuter. Ce sont des faits. Ok. Et je dois dire ici, il faut le rappeler, il y a des avocats qui sont descendus sur le terrain. Avant qu'il y ait eu la dérive. Je considère comme dérive les incendies et les agressions. Des avocats sont arrivés, y compris des membres du collège des avocats, qui n'ont pas pu avoir accès à leurs clients et qui ont insisté pour rencontrer leurs clients. À quelle heure? À 21h. 21h. C'est pas possible. Personne, y a pas J'ai dit 21h. Il n'y a pas de visite pour les avocats à 21h. Dans le cas de situation là. Non, il n'y a pas de Les visite. autorités administratives étaient sur le terrain. Il n'y a pas de Il y avait des visite. autorités administratives. Il y a des règles. Il y avait toutes les autorités qui étaient là. Et certains avocats étaient là. Et ils souhaitaient savoir quelle est la situation de leurs clients. Et je dois dire ici, en violation du code pénal, du code de procédure pénale, on a fait partie des détenus pour des lieux inconnus à leurs avocats. Maître Pensi, est-ce que c'est permis qu'on déplace, qu'on entende un détenu, qu'on le déplace pour un lieu inconnu en l'absence de son avocat conformément à notre code de procédure pénale? Vous répondrez à cette question. Je dois dire... C'est vous le modérateur déjà. Non, je dois dire pour chuter, pour ne pas confisquer la parole. Je réponds à toutes les questions, hein. Je suis là pour ça. Ne banalisez pas la torture. Non, ne banalisez pas Ne banalisez pas les incendies. Je vous en prie. Ne banalisez pas. Je n'ai pas banalisé. On incendie une prison, on saccage tout. Ne banalisez pas ça. Les actes de torture, tout ce qui menace l'intégrité physique, les actes dégradants, qui nuisent à la dignité humaine, sont condamnés et condamnables. Le Cameroun a signé un certain nombre de traités qui ont été ratifiés contre la torture. Et nous avons nos forces de défense et de sécurité qui torturent. Qui torturent des prisonniers. Des prisonniers ont des droits, Maître Pensi. Il faut le dire. Mais je défends le prisonnier. Il faut le dire. Je suis plus vous ne donnez pas l'impression de vous apitoyer sur les actes de torture qui ont été infligés à certains je suis inflexible contre ceux qui incendient. Vous devez le dire. Ceux qui incendient. Est-ce que, en l'espace d'une soirée, les autorités, les forces de l'ordre ont pu identifier ceux qui ont incendié et méritaient-ils ces actes de torture dont les avocats sont en train de dénoncer? Je voudrais d'abord dire que les avocats n'étaient pas présents, puisqu'il est interdit aux avocats, il y a une heure sur laquelle vous avez des visites. Et ça, c'est quelque chose d'objectif. À une certaine heure, les prisons sont fermées et les avocats ne peuvent pas aller voir des prisonniers à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faudrait dire. La deuxième chose qu'il y a, c'est que ça ne date pas aujourd'hui, le problème de la, j'allais dire de la surpopulation carcérale. Déjà ici à Douala, la prison qui a été construite il y a très longtemps, avant les années 60, cette prison-là devait contenir 500 personnes. Moi, j'ai eu à visiter les prisons quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, j'étais numéro 2 du barreau, j'étais vice-président. Nous avons visité les prisons. À une époque, il y a eu près de 4000 personnes, qui étaient soit 8 fois plus de personnes. Et que les personnes ne pouvaient même pas... Vous savez qu'il y a un quartier de Ndokoti, quand vous allez là-bas, on n'a pas nettoyé le sol de Ndokoti depuis 1960. Et que dans les prisons, il n'y a même pas d'aspro, ni de comprimés, c'est des situations très difficiles au niveau des prisons. Et ainsi qu'à Yaoundé. C'est pour cela que, et peut-être Edmond ne le sait pas, il y a une politique immobilière des prisons. Actuellement, des prisons sont en train d'être construites. Ici à Douala, pour près de 8 milliards. En Bengbis, à Yaoundé, un peu partout ailleurs, il y a des fonds très importants qui sont en train d'être faits depuis très longtemps, décidés pour construire des prisons. Mais je dois dire également une seule chose, parce que Edmond, moi je vis au niveau de la justice. Il y a des magistrats qui se permettent, alors que le code de procédure pénale dit que lorsque vous avez les garanties de représentation dans le cadre d'une affaire délictuelle, il suffit que quelqu'un se porte caution, vous comprenez, ou bien que vous versez une certaine somme d'argent pour qu'on vous libère. Mais la propension de ces magistrats est de jeter les gens en prison et de faire en sorte qu'il y ait une surpopulation dont les avocats se plaignent, moi-même le premier. Vous arrivez pour une petite affaire de chèque sans provision, quelqu'un travaille, on l'enferme. On n'a pas à le faire. Donc on se retrouve avec, alors que, et vous le savez très bien, le ministre de la Justice Garde des Sceaux a fait un discours. Vous avez rappelé ça, je crois que j'ai lu dans un des journaux, vous avez rappelé le discours qu'il avait fait lors d'une rentrée pour s'inquiéter
de cette situation-là et de ce que devait faire le code de procédure pénale. La liberté, il faudrait savoir que la liberté, c'est la norme. La prison, l'exception. Or, il y a un certain nombre, je vous dis, je fustige les magistrats qui ont la propension à envoyer les gens en prison à tort et à travers alors qu'il n'y a pas de place. Ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible et intolérable. Mais il y a un cas précis, celui des détenus de la crise anglophone qui ont été arrêtés dans les principales villes des régions anglophones, qui ont été transférés à Yaoundé, qui estiment qu'ils sont là depuis 2 ans, voire 3 ans, sans avoir été jugés jusqu'au moment où ils manifestaient à la prison centrale de Komdengi. Pourquoi ce dossier traîne autant? Et comment expliquer que le ministre de la Justice, informé des risques de tension à la prison centrale de Yaoundé 1 mois plus tôt, n'ait pas réagi comme l'a développé tout à l'heure Edmond Kamgia? D'abord, vous savez, il faut connaître la justice. La justice ne marche pas à votre rythme. Elle marche à quel rythme, maître? Elle marche. La justice camerounaise marche à un rythme lent, que je déplore. Ce n'est pas la première fois. Dans les affaires où il y a des investigations financières, vous avez des gens, moi j'ai défendu monsieur Etondé Koto, il a passé 7 ans en prison avant d'être acquitté. Et ça arrive. Et en tant qu'avocat, je le déplore. Deuxièmement, également, il faut se méfier de la précipitation dans des affaires complexes. Sur les affaires de l'opération Épervier, j'ai expliqué que l'opération Épervier est mal menée et mal menée, en un seul mot. Et que sur ce point-là, il faudrait faire des amendements pour qu'on puisse enquêter dans les lieux où se trouve la commission des infractions. Parce que lorsqu'on vous met une juridiction spéciale comme à Yaoundé, et qu'il faut enquêter sur Kousséri, ça prend du temps, avec des commissions rogatoires, les gens qui ne sont pas là, les familles. Donc, il y a des réajustements et des modifications à faire au niveau de la justice. Quant à cette affaire-là, où les personnes ont été prises à gauche, à droite, etc., ça a entraîné, ça a complexifié le dossier de opérations des personnes qui sont détenues. Moi, je pense qu'il faut aller vite pour pouvoir, dans le cadre de cette affaire, mais il y a également, et vous le savez très bien, et Maître Fou était ici, des avocats qui faisaient des objections, qui soulevaient des exceptions, et ces exceptions ont entraîné le retard dans les procédures. Les gens disent, nous ne sommes pas Camerounais, nous sommes ambazoniens, nous contestons ceci, nous contestons, et quand le juge doit rendre la décision, il fait des renvois. Et c'est comme ça que ça se trouve que les affaires qui doivent aller vite sont également du fait des avocats, et souvent et du dilatoire, et du fait qu'ils demandent des renvois, des affaires dures. Donc ce n'est pas facile, par rapport également au nombre de magistrats qui sont affectés au niveau, et surtout également sur, j'allais dire, la politique immobilière de la justice. Je dois vous rappeler qu'à Douala, actuellement, on est en train de construire un immeuble de 15 étages avec sous-sol qui arbitrera les juridictions à Douala. Donc juste en face du palais de justice. La même chose s'est fait à Yaoundé au niveau TCS, la même chose se fait ailleurs. Il y a des fonds importants de plusieurs milliards, dizaines de milliards, qui sont affectés pour pouvoir le faire. Nous-mêmes, les avocats à Douala, la moindre petite affaire, qui est une affaire qui est simple, va mettre 2, 3, 4 ans. Alors qu'avec des renvois, avec le peu de nombre de magistrats qu'il y a, le peu de salles d'audience qu'il y a, combien de salles d'audience il y a au niveau du tribunal de grande instance à Douala, dans une ville qui a 4 millions d'habitants, il n'y a que 3 salles. C'est suffisant? Il y a une salle et une. Je pense qu'il y a 2 salles, c'est très peu. 2 salles simplement pour le tribunal de grande instance à Douala. La salle qui se trouve à Bounandio en face de la mairie et l'autre salle qui se trouve de l'autre côté en face de la cour d'appel. La cour d'appel a combien de salles? La cour d'appel avait une seule salle à l'étage. Et de temps en temps, elle prend également une autre salle en bas. Donc maintenant, il y a 2 salles avec de nombreuses affaires. Combien de magistrats sont au niveau de la cour d'appel? Il n'y en avait que 14 sur une ville de 4 millions d'habitants. Et maintenant, on a pu essayer d'aménager. Combien de juges sont à Douala par rapport à la population? Donc, il faut une politique immobilière qui est en train d'être faite et des moyens. Non, je dis que les moyens sont importants qui ont été mis en œuvre. Et je vous et même quand allez à Bounandio demain, allez même avec vos journalistes, vous allez voir avec les panneaux, là on est en train de construire. Donc ça ne se fait pas en 5 minutes. Nous déplorons nous-mêmes les lenteurs judiciaires qui ne sont pas une bonne chose,
Mais il faudrait que ça se fasse rapidement. Mais que les avocats non plus ne se mettent pas à soulever des exceptions et à faire des renvois, parce que nous sommes également nous-mêmes la cause de la durée des procédures, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Elvis, sur la gestion de cette mutinerie, où il y a une correspondance attribuée au ministre de la Justice qui s'adresse au secrétaire général de la présidence de la République, estimant que les meneurs de cette mutinerie sont des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui doivent être transférés vers d'autres prisons en dehors de la prison centrale de Yaoundé afin de calmer les tensions. Comment appréciez-vous cette solution qui est en train d'être proposée au sein du gouvernement pour régler le problème des manifestations, des grognes au sein de la prison centrale de Yaoundé? Well, Cedric, you know, it's a shameful thing to hear the state concludes before carrying out an investigation. Barrister Emmanuel Pensky just mentioned the lapses in the judicial system in the country, which means the CPDM and the government has failed. Now, I'm happy he too is complaining, because these are things that when we say a regime has failed, people think we are singing song in the air. Now, he himself cries out for those abnormalities. Now, when we hear the state, Cedric, the state has failed in its responsibility of doing what is supposed to be done. I said earlier in other platforms that the state should assume its responsibility of failure, total failure. Now, when the state tells you that the crimes committed were perpetrated by members of the CRM party, Cameroon Renaissance Movement, we ask the state, under what parameters did they arrive at to draw that conclusion? Within the night of the duty, or within that night of the disorder, when Ambazonians were singing, asking for their rights to be installed, which was correct. Now, to the night of the event, until the vice president, Mamadou Mota, was taken out in a deplorable condition, we start asking ourselves, does this government reason for once to draw conclusion that it was carried out by CRM? I challenge the government to go back into that prison to carry out their investigation. Mamadou Mota and the rest were those who even tried to stop those who left from Kosovo to move into. And let me tell you, Cedric, those who left from Kosovo were not even the Ambazonians, nor were they CRM members. These were hardened criminals who knew that as they have been released, they need to move to VIP to loot. Because they knew that those in the VIP, they had monies, they had jewelries, and other valuables. Their intention was to go direct to the VIP section, Quarter 14 and the rest, to loot. It was not even the Ambazonians nor the CRM members. Now that this happened, I expected a responsible government to say they are carrying out an investigation. And when I hear them attribute, when they don't yet know because it happens in the night, and as I speak to you now, the government cannot tell me that they now know those who carry out the exact act of vandalism at the VIP section. So this is why I say that we have a government that gives somebody a bad name to hang it. We have understood that in several government outings, Cedric, they always conclude before investigation. Is that a responsible government? How can you find out a situation of riot in a prison and you conclude faster that it is done by CRM? No. Until you carry out inhumane treatment on all the prisoners. We think that in a country that has rule of law and a country that has ratified several international conventions, as Barrister is here, he knows all those things. They are supposed to, because there's what we call presumption of innocence. Barrister knows that. I am surprised that we come here with legal experts, because of their CPDM inclination, they take us off the rail to derail the televiewers of the truth. If we come, for example, I am in prison, and you presume that I have burnt the library in the prison, does it warrant me to be manhandled, to be rough-handled, to be blindfolded, and taken to an unknown destination that even my lawyers cannot get to me? I will be asking Barrister Emmanuel, how do you feel if you have a victim in prison and this kind of issue occurred? Barrister said they are not supposed to visit in the night, but in a case of emergency, Cedric, in emergency cases, a conscious lawyer moves to the prison. Under normal conditions, Ceteris Paribus, Barrister knows there are visiting hours for lawyers to visit their clients. That we accept, just like parents. But you cannot tell me that in a case where a prison is in disorder, administrative officials are running there, military is running there, a lawyer conscious to sit in his house without rushing there to find out how his client is functioning.
These are CPDM doctrines that have gone along with to destroy this country, Cedric. And we must not sit here and say that we should promote. Investigation is going on. The state cannot, within few hours, conclude that it's CRM members who committed that act. What is their parameter? Have they been able to take these people to court within 2-3 hours of what happened to judge them? And the people say, okay, we are guilty. It was a mutiny that had to do with crowds, overcrowded for that matter. And we think that a responsible government with responsible lawyers, so to say, who understand that they too could have clients the next day or relatives found in that situation, will not sit and say that all of these accusations from the state could be true because it is CRM. That's why I said, Cedric, that in this situation, the government has been looking for means to pin on the Ambazonians, whether guilty or not, to pin on the CRM members, whether guilty or not. And they now take this opportunity and start drawing conclusion. Cedric, if this is a state of law, under normal condition, the Minister of Justice is supposed to have resigned. Le ministre de la Communication, quant à lui, a fait savoir que 177 détenus considérés comme des meneurs ont été placés sous exploitation de la police et de la gendarmerie. Pour voir plus clair sur la situation survenue dans les mutineries, sur la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé, le gouvernement qui a condamné des actes insurrectionnels tout en reconnaissant en demi-mot la légitimité des revendications qui ont été posées par ces détenus. Mais avec vous, Serge Mibikoy, il y a cette correspondance attribuée au ministre de la Justice, adressée au secrétaire général de la présidence de la République. Dans la correspondance, ils sont attribués ces mouvements d'humeur survenus à la prison centrale de Yaoundé aux militants du MRC qui doivent être transférés dans d'autres prisons en dehors de celle de la prison centrale de Yaoundé. Comment appréciez-vous cette solution proposée à un problème concernant la surpopulation carcérale? C'est une mauvaise solution parce que dans cette correspondance, on voit bien l'alimentation du paradigme du bouc émissaire. C'est-à-dire que on ne cherche pas véritablement à trouver la cause efficiente et efficace du problème qui se pose avec acuité, mais on veut davantage pointer le doigt accusateur sur tel ou bien sur tel. J'ai également suivi le discours de Paul Atangandi le 23 juin dernier, qui, sans citer nommément le MSC, a attribué la responsabilité des mouvements du 22 juin dernier à un certain parti politique. Vous voyez bien en toile de fond que dans ce discours-là, il plane justement la criminalisation ou bien la culpabilisation du MRC. Donc, lorsque vous voyez donc cette alliance de l'attribution de la responsabilité d'un tel événement à ce parti, ça montre justement qu'aujourd'hui, on ne veut pas véritablement chercher à savoir quel est le nœud du problème. Parce que le nœud du problème a été posé par les contestataires de la crise anglophone, dont je vous ai présenté les 4 figures qui sont aujourd'hui, qui ont été arrêtées au cours de cette nuit-là. À savoir le général Ngalim, Penterens, le Konranti et Mancho BBC. Lorsque les détenus exigent véritablement ou bien demandent au ministre de pouvoir, du ministre de la Justice, le ministre d'État chargé de la Justice, de trouver au moins une solution à leur récrimination. Parce qu'il y a justement, c'est ce qu'Edmond relevé, à savoir qu'il y a une correspondance qui était parvenue au ministère pour tabler véritablement sur un ensemble de formes d'oppression et de disqualification dont ces derniers étaient victimes. Comment 2 ans après, ils ne sont toujours pas détenus? C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est ça la cause essentielle de ce problème. Yeah. Mais c'est pour cela qu'il faut véritablement chercher à savoir quels sont les mécanismes d'action et des stratégies que l'on peut davantage mettre en parallèle pour voir dans quelle mesure on peut soit les libérer, soit même statuer sur le juge, soit même statuer sur le cas. Par conséquent, ils seront soit condamnés, soit libérés. On ne peut pas comprendre que l'on libère 2 vagues et que les autres sont toujours incarcérés. C'est pour cela qu'il y a le problème. On ne peut pas aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte, criminaliser un parti politique déterminé, alors qu'en réalité, on connaît véritablement le sous-bassement du problème. Il faut donc constater qu'aujourd'hui, c'est une fausse solution qu'il faut attribuer, à savoir dispatcher les différents militants du MSC dans différentes prisons. C'est vrai que l'enjeu fondamental, c'est de participer à la neutralisation, mais à la décapitation du MSC. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà le président national du MSC qui est écroué à la prison principale de Yaoundé, tout comme les alliés politiques. Et maintenant, l'arrestation de Mamadou Motoa, qui est aujourd'hui écroué au CED, permet davantage de continuer justement à alimenter ce rouleau compresseur pour déconstruire le parti de Maurice Kamto. Et c'est ça le véritable problème. Moi, je pense qu'au lieu de trouver une solution adéquate, voire idoine,
pour ce problème-là. Ça ne sert à rien aujourd'hui de criminaliser un parti politique alors qu'en réalité on connaît la lame de fond. Et même l'opinion publique nationale et internationale connaît la lame de fond. Et il faut relever qu'aujourd'hui, il ne faut pas, parce que c'est pour cela que j'ai également regretté tout à l'heure dans l'intervention de Maître Emmanuel Pensi, qui voulait préciser les faits, mais veut faire une approche comparative entre les éléments, les marches pacifiques qui se sont déroulées, qui en Algérie, qui en Aide, qui au Soudan, alors qu'en réalité, on connaît le problème de fond. Comparaison n'est pas raison, Maître Pensi. On ne peut pas comparer les marches pacifiques qui ont été turbulentes d'ailleurs avec le cas camerounais, puisque les militants et sympathisants du MSC voulaient pacifiquement manifester. On veut seulement l'encadrement pacifique de ces mouvements, au lieu de les réprimer. Est-ce qu'aujourd'hui la répression est une bonne solution? On se rend davantage compte que, après le 26 janvier, 6 mois après l'incarcération de ces militants du MSC, de même que les cadres, est-ce que le problème a été finalement résolu? La crise politique se pose toujours avec acuité. Le problème des marches a été résolu. Ça a été résolu sur la base de quelle solution? Parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de réfléchir sur les différentes solutions qu'il faut proposer pour voir dans quelle mesure on peut créer ce dégel de l'atmosphère politique, cet apaisement de l'atmosphère politique. Si aujourd'hui, le Sénat américain, on va en parler tout à l'heure, continue justement de réagir, c'est parce qu'en réalité, on se rend compte que il faut véritablement trouver une solution finalement définitive à ce problème. Mais le gouvernement estime qu'il y a une libération de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour non-lieu au regard des faits qui leur étaient reprochés au départ et à la suite des investigations qui ont été menées. Est-ce que ce n'est pas un signal, selon vous, de décrispation de l'atmosphère politique? Il y a deux grilles de lecture. La première, c'est que dans l'imaginaire du système gouvernant en place, la libération de 59 détenus, parce qu'au premier abord c'était 39 détenus, par la suite c'était 20, donc de la libération de 59 détenus, dans l'imaginaire du système gouvernant en place, est un facteur qui contribue à l'apaisement politique. Par contre, dans la grille de lecture des activistes ou bien des militaires et sympathisants du MRC, ça contribue plutôt à montrer véritablement que c'est le MRC qui tient justement la ficelle de la situation politique actuelle. Au point aujourd'hui, ce parti politique continue justement d'être considéré comme le parti qui mène et qui domine l'actualité politique à l'heure actuelle. On ne peut donc pas considérer que la libération des simples militaires et sympathisants qui n'ont pas, il faut le dire ainsi, un poids déterminé dans le parti, on ne peut pas considérer cela comme un facteur d'apaisement. Le nœud de la contestation, c'est Maurice Kamto, c'est Albert Djongan, c'est Célestin Djamen, c'est Michel Ndoki, c'est Valsero, c'est Alain Foguet, qui devraient être libérés pour justement voir véritablement le facteur de l'apaisement en termes d'impact sociopolitique. Mais le juge d'instruction estime qu'il a des éléments suffisants pour les renvoyer. Mais il faudrait aussi que je parle, parce que il y a trois personnes contre moi, c'est pas équilibré. Chacun est en train d'analyser. Il y a trois personnes pour le MRC. Ils ne sont pas. Donnez-moi aussi la parole. Maître Pensi, s'il vous plaît. Ils ne sont pas contre vous. Ils analysent les faits. Tout le monde. Ils analysent les faits. Donnez-moi aussi. Selon la grille de lecture. Alors, vous permettez à Serge Bicol de terminer. Vous pourrez réagir. Serge Aimé. Oui. Il faut noter que à l'heure actuelle, il faut véritablement, on ne veut pas des solutions que l'on peut considérer comme des solutions cosmétiques ou bien des solutions de colmatage de brèche. On veut la solution efficace qui va permettre d'apaiser le climat sociopolitique actuel. Lorsque vous avez par exemple plus de 150 militants qui sont détenus dans les prisons principales et centrales de Yaoundé, et que vous libérez 59, regardez d'abord le ratio sur le plan de l'analyse fonctionnelle. Vous constaterez que ça ne contribue pas véritablement à décrisper l'atmosphère politique. Si vous libérez, à contrario, le nœud de la contestation, c'est-à-dire les figures emblématiques de la contestation, à savoir le président national du MRC et les alliés politiques, là, on peut davantage considérer que oui, il y a déjà quelques solutions qui sont posées par rapport à la résolution de ce problème. C'est pour cela qu'il faut constater que le tout ne consiste pas à libérer quelques grappes de militants et de considérer que non, ça va contribuer au dégel de l'atmosphère politique. Mais fort au contraire, il faut passer à l'essentiel qui consiste en la libération de ces leaders et ces alliés politiques. Après vous, Serge Bicol, Maître Emmanuel Pensi, il y a Amnesty International qui s'est prononcé sur la situation de Maurice Kamto et ses alliés politiques. Cela fait exactement 6 mois qu'ils sont emprisonnés. Et cette organisation internationale des droits de l'homme demande au gouvernement de libérer Maurice Kamto au moment où le juge d'instruction militaire
s'est prononcé en faveur d'un renvoi en jugement devant le tribunal militaire. Oui, moi je crois d'ailleurs que notre ami Bitcoin n'est pas juge. Il ne sait pas comment fonctionne la justice. Quand on est devant une instruction, c'est au fur et à mesure des investigations, après des enquêtes, qu'on voit ceux qui ne sont pas, disons, où il n'y a pas des éléments qui sont de nature à faire en sorte qu'ils sont encore là incarcérés pour qu'il y ait un procès équitable et juste. Je suppose que la bonne de M. Nzonganga a été libérée, puisqu'elle s'était retrouvée là par hasard. Et d'autres personnes également qu'on a arrêtées par hasard. L'instruction, ce qu'elle fait, c'est au fur et à mesure qu'on libère des personnes. Donc on ne libère pas les personnes en disant qu'il faut enlever la tête d'affiche, comme ça les choses se passent. Si la tête d'affiche est coupable, s'il y a des éléments suffisants, des indices graves et concordants, on la maintient en détention, c'est comme ça que ça fonctionne, et après, on va le juger. Et il va y avoir une justice, un procès juste et équitable, avec les garanties élémentaires de droits de la défense, avec les avocats qui vont le défendre, devant un procès public, où tout le monde va voir ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe, M. Bitcoin. C'est pas qu'on choisit les figures emblématiques, on les enlève, on fait ceci, tout ça. Ça, ce n'est pas du droit. Faire du droit, ce n'est pas choisir en disant que bon, celui-là on l'enlève, on le jette dehors, l'autre on laisse, comme ça calme, et on laisse ceux qui ne sont pas coupables, on les laisse en prison. Ceux sur lesquels les indices ne sont pas graves et concordants, et on se rend compte au fur des investigations qu'ils n'ont rien fait, on les libère. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, pour l'instant, ils sont tous présumés innocents. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, Amnesty International ne fait pas du droit. Ils ne font pas le droit, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le Cameroun est libre et indépendant. On va continuer. Le Cameroun est libre. Ne fait pas Amnesty International. Ne fait pas le droit. Possible. Amnesty International ne fait pas le droit. C'est pas la juridiction camerounaise qui est libre et indépendante. Ça, vous pouvez toujours le dire. Vous passez votre temps à écrire Amnesty International. Il y a quand même une force, effectivement, qui consiste au niveau des médias qui sont effectivement instrumentalisés, souvent même dans certains cas payés. Pas tous, je ne vise pas cette chaîne, mais je dis que ça existe, où il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui alimentent des nouvelles vraies ou fausses, assorties de commentaires tendancieux, qui sont une infraction qui est punie par ce qu'on appelle fausse nouvelle. Ce que je voudrais dire ici, c'est que sur la réalité des choses, et ça, je reviens là-dessus, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a raison lorsque il y a la promiscuité entre les éléments du MRC et les autres, des ambazoniens, qui ont peut-être commencé et que les autres ont rejoint les éléments, d'extirper et de faire en sorte que les autres se trouvent dans d'autres endroits pour que le calme règne au niveau des prisons. Et je voudrais dire que ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va construire une prison. D'abord, il faut faire un appel d'offres. Comme ça dépasse 50 millions, il faut trouver l'endroit, il faut sécuriser la zone, il faut trouver les personnes qui doivent construire, et il faut trouver l'argent au niveau du budget. Mais pour les prisons, quand même, le gouvernement en parle depuis une dizaine d'années. Je suis en train de vous dire que ça va de construction de oui, vous allez, ça a déjà commencé. D'ailleurs, j'invite votre chaîne à aller voir ce qui se passe au niveau de Douala, déjà à parler de justice ici, et d'aller pas loin d'ici vers Yassa, vous allez trouver que des choses sont en train de se faire. Donc le gouvernement, même à Bengbis, vous envoyez votre équipe, vous avez des équipes choc qui vont y aller avec mon ami Edmond Kamga, qui va aller voir que les choses se font, mais on ne peut pas du jour au lendemain. Même en France, le même problème existe. Au niveau de la surpopulation carcérale, ça existe même aux États-Unis. Et nous avons un énorme problème d'ordre budgétaire avec des guerres contre Boko Haram, avec tout ce qui se passe partout. On ne peut pas. Et vous voulez qu'il y ait la lutte contre la pauvreté, qu'on construise des routes, qu'on fasse les stades, qu'on fasse tout, et que le gouvernement a l'argent parce qu'il fabrique les fausses monnaies. Non, le gouvernement travaille avec son budget et tout ça, et ça se fait en ordre. Et les choses sont en train de se faire. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Je pense que le MRC ne fait pas peur au RDPC. Il faut le savoir. Monsieur Kamtave, ses 500 000 voix ne fait pas peur à personne. Vous n'êtes même pas. Vous avez un seul député, vous avez très peu de conseillers municipaux, vous n'avez rien. Vous êtes très fort au niveau des médias. Et ça, je reconnais que vous avez tous les gars qui font les fake news,
tous les gars qui font des nouvelles vraies ou fausses, vous avez envahi toutes les télés. Pas à gérer. Laisse, monsieur. Ne dis pas la fait de fake news. Le pays. Non, monsieur, je ne suis pas. Je ne discute pas avec vous. Monsieur, je ne discute pas avec vous. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu. Emmanuel Pincy, Elvis. Monsieur, Maître Pincy. Maître Pincy et Elvis. Maître Pincy et Elvis. Maître Pincy, je vous en prie. Je vous en prie, messieurs. Revenons au débat de fond concernant la gouvernance judiciaire et pénitentiaire. Il y a eu le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a reconnu dans le dernier paragraphe de sa sortie concernant la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé que le gouvernement va diligenter les procédures visant une accélération, une sévérité dans le traitement des dossiers concernant ceux qui ont manifesté, notamment les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Et de l'autre côté, on voit d'autres membres du gouvernement qui pointent un doigt accusateur sur les militants d'un parti politique considérés comme les meneurs. Cela pose le problème de la cohésion gouvernementale autour de la problématique relative à la gestion de la surpopulation carcérale. Comment comprendre ces sons de cloche différents au sein du gouvernement à la suite de la mutinerie? Tout ce qui concerne la justice et les problèmes qui concernent les prisons, c'est de la compétence du ministre de la Justice. Uniquement du ministre de la Justice. Chaque ministre a ce qu'il doit faire comme travail. Et je dis que le ministre de la Justice fait son travail. Et il le fait très bien. Et je vous ai dit que moi, en tant qu'avocat, au-delà du fait que je sois militant, je sais qu'il y a des problèmes qui se posent au niveau des lenteurs judiciaires. Nous sommes beaucoup à le déplorer. La justice camerounaise est très lente. Il faudrait qu'on ait plus de magistrats, il faudrait qu'il y ait plus de salles, il faudrait qu'il y ait de meilleures prisons, il faudrait qu'il y ait des prisons de développement. Il ne suffit pas tout simplement de mettre des gens en prison. Il faut que quand les gens vont en prison, ils apprennent des métiers. Ça existe en Europe. Ils peuvent devenir, il y a même des gens qui sont devenus docteurs. Et ça s'est passé. Et il faudrait que ça se passe. Ça doit faire dans le cadre d'une politique qui existe et qui est élaborée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais seulement le Cameroun, il doit également des moyens. Ce sont des choses qui prennent du temps. Je peux vous assurer que depuis que le ministre de la Justice était là, le Laurent Esso, il a pu obtenir de la présidence et de la haute hiérarchie des moyens très importants qui sont mis au service de la justice. Je demanderai tout simplement à votre équipe de pouvoir faire des enquêtes et de s'approcher auprès de lui, au lieu de dire tout simplement le ministre n'est pas venu. Même si le ministre ne venait pas, le problème existe depuis. Quand des problèmes en prison, moi je les ai vécus depuis très longtemps, ce n'est pas la première fois. Ici à Nouvelle, on a vu il y a 5-6 ans des prisonniers, comme il n'y avait pas de latrines, même là où pour faire caca, ils prenaient les caca et puis ils jetaient dans les salles des intendants. On a vu ce qui s'est passé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème des prisons camerounaises est grave. Il faudrait même enlever Nouvelle, aller construire ailleurs et faire autre chose et faire une juridiction là-bas. Après vous, non, c'est pas ça. Je pose des questions qui sont des problèmes qui sont sérieux. Ça n'a rien à voir avec le MRC, mais je rappelle ceci que extirper un certain nombre de personnes de la prison, parce qu'il y a un mélange du genre. Vous avez en même temps dans les prisons des gens qui sont en détention provisoire, d'autres qui sont mélangés avec les criminels, qui sont mélangés avec tout le monde, et ça ne fait pas une bonne chose. Donc que ceux qui sont là en prison pour des problèmes d'ordre politique, qu'on les mette un peu ailleurs, ne me semble pas être une mauvaise chose au niveau de la justice. Elvis, sur l'analyse que fait Maître Emmanuel Pincy de la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui pourraient se retrouver dans d'autres prisons à la suite de la demande formulée par le ministre de la Justice adressée au secrétaire général de la présidence de la République. Comment appréciez-vous la démarche du gouvernement concernant la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun en prison à Yaoundé? Je vais vous dire une chose, Cedric. When you hear Barrister speaks, you know, it's like everything is okay. It's like, you know, they are not bothered. Let me tell you something, Cedric. The move taken by the government is a move by the government and the Minister of Justice probably to solve a problem that they knew exists. Now, the worry now is, how do they carry out the move? If I am under detention at Kondenge, Cedric, and a riot breaks out, and I am still presumed innocent, am I supposed to be beaten while taken out? Am I supposed to be placed in a pickup like a bag of cocoyams?
Am I supposed to be beaten mercilessly before being transferred? These are the problems we are talking about, Cedric. If the government decides to move everybody in Konenge, to send them to other detention centers for security reasons, we are not arguing the Minister of Justice. We are not doing that. Our problem is that, do you send the security forces to molest the prisoners? If you do so, it means that there's an abuse of human rights, which the barrister present here knows that it is not correct. If you look at the way Mamadou Mota was bundled in a pickup, does it sound respectful in a country they call a rule of law, or in a country they call that has justice? The answer is no, Cedric. And therefore we are saying that we expect people who support the regime that has failed, as barrister supporting CPDM, to sit up and say no. Even if Mamadou Mota was among those who burnt the prison, does it warrant him to be beaten and placed behind a pickup like a bag of cocoyams? That's where we say it's not correct. Another point, when our collective lawyers came together for the party, their worry was the inmates and the militants were tortured. Now, is it normal that you take people out without informing their lawyers? The lawyers have their contacts at the prison. If they come in the night, you are supposed to tell them, okay, we are taking this person to this place. Are they supposed to be taken incommunicado? This is why I said that barrister who knows the law well should know that it's already a fundamental, it's an abuse of a fundamental right. If you detain me and you don't permit me to see any of my loved ones or my lawyers, it's abnormal. And so in that case here, when you see the office of the spokesperson, Olivier Biboun, made a communique declaring on that, it's because we think that we are supposed first to have what we call dignity in the treatment of those you only accused. Remember, the Minister of Justice did not say that he came and met Mota, that's Mamadou Mota, burning a place, or burning the library, or burning the workshop. No. All of these are mere accusations, which the government has only concluded that MRC party were those who caused the burning. It means that you have already passed judgment before carrying out kangaroo investigation. So how just do you tell me this case will be, Cedric, when you tell me that you say the member of the MRC, no. Before you start carrying out judgment, how does it go? This is where we keep on saying that the government is supposed to put its record straight. As I said earlier, Cedric, the government is supposed to acknowledge its fault. If people were revandicating in the prison, were they mad? Did they get up one morning and took banga or some drugs and started going on and started singing songs? No. Imagine, Cedric, in the morning, the ambassadors started singing the national anthem and playing their tambours. Till evening, where were the authorities to come in? Because we have an arrogant government, whereby when you say, they say, no, let's, Ishante, après, if on se fatigue, if on se repose, as a two lawyers, when they started saying, no, let's, they can some phone, if I run to the tribunal. You get the point? So I said we have an arrogant government. And so the arrogance took us to the fire burn, to the fire disaster in the prison. Because if in the morning they had sent the Minister of Justice, what is he doing there? He would have sent Secretary General and all the like. You realize that when he sent the prison superintendent, the people refused that, no, we want by the Minister of Justice. Because they knew that their correspondent required them to see by the Minister of Justice, which was correct. What was wrong for the Minister of Justice to leave his office? It's emergency. You drive to the prison. No, calmez-vous, non, c'est bon. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. We don't have gotten to where we are today. That's why I said, Cedric, in a responsible government, those ministers are supposed to resign, because where we are today is not where we are supposed to be. Le ministre de la Communication qui s'est exprimé sur la mutinerie. Il y a également le ministre de l'Administration territoriale qui a reconnu l'insuffisance de renseignements prévisionnels pour éviter cette mutinerie. Lui qui a également indexé certains membres d'un parti politique qui selon lui serait coupable de cette mutinerie. Avec vous, Edmond, je vous en prie, une seconde juste. Vous permettez à d'autres personnes, vous allez revenir. Non, une seconde. Permettez à Edmond je d'abord. Juste dire que le ministre de la Justice est en deuil. Il a perdu son petit frère, actuellement, qui s'appelle Jean-Marie Esso, qui est mort. Et le deuil se fait, vous allez dire dans les journaux, mercredi et jeudi. Donc, il est en plein deuil. Je vous en prie, maître ne activé par quelqu'un dans le cadre d'un accident de voiture. La justice, il y a quoi? On est interpellé par quelqu'un. Vous allez le lire dans les communiqués qui sont sortis. Ne vous attaquez pas. Edmond Kambia, sur cette sortie des membres du gouvernement,
on voit le ministre de la Communication qui, en tant que porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé sur la mutinerie. Il y a eu d'autres membres du gouvernement qui ont développé des analyses différentes de celles du ministre de la Communication concernant la mutinerie et qui ont essayé de démontrer une sorte de manque de cohésion du gouvernement au sujet de la gestion d'une telle mutinerie. Comment analyser cette situation? C'est la preuve, justement, qu'il y a un problème. Quand il y a absence de cohésion gouvernementale sur la gestion des dossiers sensibles au sein du gouvernement. Ça me rappelle un ouvrage célèbre de Pierre Flambon-Gayab, qui est devenu sénateur aujourd'hui. Il a écrit un ouvrage à une certaine époque, qui est encore d'actualité. Cameroun qui gouverne. Avons-nous encore un chef de gouvernement? Y a-t-il encore un exécutif dans ce pays? Quand on voit chaque ministre prendre position, des points de vue plus ou moins discordants sur un même sujet, il y a véritablement des questions à se poser. En ce qui concerne d'abord le ministre de la Justice, qui est la tutelle par rapport à l'administration pénitentiaire, qui était directement interpellé par le sujet. C'est vrai, Maître Pincy dit qu'il a des problèmes d'ordre familial et personnel, mais il y a l'État. Mais il y a un secrétaire d'État. Il y a une continuité au sein de l'État. Même s'il mourait, on devait régler un secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Il y a un ministre délégué à la justice. Et il y a le secrétaire général et d'autres personnes comme le délégué. Ils étaient où? Vous permettez? Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Vous permettez? Vous avez l'habitude de nous interrompre. Non, vous avez la parole. Vous avez l'habitude de nous écouter. Vous êtes trois contre moi. Non, ce n'est pas certain. Bon. Nous développons des arguments. Okay. Nous avons des analyses que nous membre faisons. du parti, ce n'est pas eux. Votre contradicteur, c'est Elvis. MRC. Je n'en sais rien. Donc, permettez, si vous permettez, je peux continuer. Continuez. Merci, Maître Pincy. Je vais continuer en disant que, d'abord, et je l'ai dit au début de mon propos, si le ministre Laurent Esso était descendu sur le terrain, s'il avait écouté, n'est-ce pas, ceux qui se proclament ambazoniens, on n'en serait pas là. Est-ce que c'est lui? D'abord, non. Vous voyez, vous m'interrompez encore. Oui. Je continue en disant, le courrier qui lui est attribué et qu'il a adressé au ministre d'État, secrétaire général président de la République, je questionne ce courrier qui, me semble-t-il, aurait dû passer au moins avec le visa du Premier ministre chef du gouvernement. Parce que je pense qu'il y a quand même un gouvernement. Et quand je vois les propos que tiennent le ministre de la Justice d'un côté, le ministre de l'administration territoriale de l'autre, j'ai l'impression que nous n'avons plus de Premier ministre. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Chacun d'eux tient des propos, pose des actes, appelle même certains collègues à réagir dans tel ou tel secteur, mais on n'a pas le sentiment que le chef du gouvernement, qui a un coordonnateur de l'action gouvernementale... Vous avez quelque chose sinon, contre le Premier ministre et M. Esso. Sinon, ils reconnaissent que leur seul interlocuteur, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Parce que dans ce dossier précis, nous avons l'impression que l'interlocuteur direct des deux ministres que j'ai cités tout à l'heure, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Or, on devait, sur ce sujet, entendre. C'est parce que nous n'avons peut-être pas un porte-parole du gouvernement, un porte-parole qui travaillerait au niveau du Premier ministère. Certes, on a un porte-parole du gouvernement qui est le ministre de la Communication, mais même lorsqu'il prend la parole, on n'a pas l'impression que ce qu'il dit reflète la pensée du coordonnateur de l'action gouvernementale. Ça, c'est d'un. Oui. Maintenant, il y a un deuxième point qui est important. Le ministre Paul Atangandji a évoqué la nécessité de mobiliser, de réactiver les réseaux, les canaux du renseignement prévisionnel formel et informel. Alors, cette phrase interpelle les citoyens camerounais. Quand il dit activer, n'est-ce pas, les réseaux et canaux du renseignement prévisionnel formel et informel, c'est très grave. Ça signifie que c'est l'échec total. Parce que la sécurité d'un pays, c'est le renseignement prévisionnel. Oui. Il donne l'impression, si je reste seulement sur la situation dans nos prisons, à Kondengui, Yaoundé et à Boya, cela signifie que ceux qui étaient censés faire ce travail ne l'ont pas fait. Or, c'est en partie vrai et en partie faux. Oui. En partie faux, parce que le ministre de la Justice était au courant de ce qui se passe. Oui. Mais il n'a pas réagi avec la célérité et l'efficacité que les détenus attendaient. Qu'est-ce que vous en savez? Donc,
c'est ce qui m'amène à dire, il y a entre le ministre de la Justice et le ministre de l'administration territoriale, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas une coordination au niveau de la situation des détenus. Il faut changer le gouvernement. Hein. Je ne l'ai pas dit. Non, d'accord. Mais j'ai dit il y a absence, il y hein. a absence de cohésion de l'action. C'est pour cela que il faudrait qu'on nous dise si nous avons encore un Premier ministre chef du gouvernement. Ouais. J'ai l'impression que depuis la descente sur le terrain du Premier ministre à Bamenda, et à ce jour, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'action gouvernementale. Il faut le regretter. Un conseil de cabinet s'est pourtant tenu cette semaine et dans le communiqué final, pas un mot sur la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé et la prison principale de Buea. Pourtant, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés à cet effet. D'abord, le porte-parole du gouvernement condamnant les actes insurrectionnels survenus à la prison de Yaoundé et de Buea. Ensuite, le ministre de l'administration territoriale interpellant ses collègues du gouvernement d'autres administrations sur l'enjeu de réactiver le renseignement prévisionnel. Serge Aimé Bikoy, vous avez suivi cette conférence du ministre de l'administration territoriale. Vous avez également suivi ces différentes sorties des membres du gouvernement au sujet de la crise dans l'administration pénitentiaire et ses conséquences survenues lundi et mardi dernier à Yaoundé et à Buea. Comment apprécier cette sortie des différents membres du gouvernement au regard de leur prise de position sur les multiples crises qui surviennent dans les prisons? En fait, on a de la... une dissonance des membres du gouvernement. À partir du moment où les uns et les autres ne clament pas le même discours, on peut davantage s'interroger. C'est pour cela qu'il y a Anguille sous roche. Ça nous montre véritablement qu'il y a la crise de la solidarité gouvernementale. Parce que on ne voudrait pas véritablement qu'il y ait des sons de cloche différents lorsqu'il y a un problème qui se pose avec acuité par rapport à la mutinerie qui s'est déroulée aussi bien à la prison centrale de Yaoundé que à la prison de Buea. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut regretter les prises de position des uns et des autres. Parce que lorsque l'on se rend davantage compte que les uns parlent du renseignement prévisionnel, pour la Tangandi en l'occurrence, qui est le ministre de l'administration territoriale, d'autres également envoient des correspondances au ministre d'État, secrétaire général du président de la République, alors qu'en réalité, il y a un Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Ça nous permet davantage de réfléchir sur, en réalité, qui est le chef du gouvernement au Cameroun, alors qu'on sait véritablement que c'est le Premier ministre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'on fasse attention à la gestion des problèmes à l'emporte-pièce. Parce que le problème aujourd'hui de la gouvernance du système judiciaire ou bien du système de l'administration pénitentiaire nous permet davantage d'inscrire un ensemble de problèmes. Parce qu'on a parlé entre autres de la surpopulation carcérale, on a parlé des lenteurs, voire des pesanteurs dans les procédures judiciaires. On a également parlé du traitement, de mauvais traitement, du traitement dégradant et déshumanisant infligé aux détenus et aux prévenus. Lorsque vous voyez cette alliance des problèmes, ça peut nous permettre aujourd'hui, lorsqu'on parle également, il faut également l'ajouter, les effectifs pléthoriques. C'est pour cela que je parlais de la surpopulation carcérale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de surfer sur des préoccupations ponctuelles, il faut davantage inscrire une politique globale qui porte sur la refonte de l'administration pénitentiaire au Cameroun. Parce qu'en réalité, on écoute ça et là, la création de la construction des prisons. Mais est-ce que lorsque un problème va se poser, c'est là où les uns et les autres vont s'agiter de façon systématique pour voir dans quelle mesure on peut résoudre cela? Ça veut dire qu'il n'y a pas au Cameroun une politique préventive d'un ensemble de problèmes. Vous savez, il y a aujourd'hui la gestion des statistiques. On a décrit depuis des années la surpopulation carcérale. Mais c'est aujourd'hui, lorsque l'un problème se pose à la prison centrale de Yaoundé, que l'on cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le renseignement prévisionnel n'est que l'élément accessoire de la gestion d'un problème ponctuel qui se pose. En réalité, aujourd'hui, il faut parler de la problématique de la gouvernance, de l'administration pénitentiaire, du système judiciaire. C'est pour cela que vous avez vu certains journaux incriminer le ministre d'État, le ministre de la Justice, Laurent Esso, par rapport à ce problème. Même si aujourd'hui, on peut davantage nous inférer un problème d'ordre familial. Mais il faut savoir que lorsque vous gérez l'État, un ensemble de préoccupations vous sont imputées au premier chef. Lorsqu'on parle de la problématique de la refonte du système judiciaire, il y a un ensemble de problèmes qu'il faut gérer de manière que l'on puisse bouter hors du champ de ces différents éléments un ensemble de difficultés déterminées. Aujourd'hui, il y a certes la construction des prisons, mais aujourd'hui, est-ce que ce problème-là va davantage permettre
cette solution-là va permettre d'enrayer d'autres problèmes qui règnent. On a aujourd'hui des lenteurs des procédures judiciaires. Vous avez aujourd'hui des milliers de détenus des milliers de prévenus, allais-je dire, qui ont des problèmes, mais qui ne sont jamais jugés. Qui ont passé, qui 3, qui 2 ans, qui 5, qui 6 ans en prison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les maillons de l'administration pénale, tels que les magistrats, devaient beaucoup plus traiter ces procédures-là avec une certaine célérité, de manière qu'il n'y ait pas un doigt accusateur qui soit posé sur eux. On l'a relevé tantôt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernants ne sont que des gestionnaires de la politique gouvernementale, mais il y a aujourd'hui tout un ensemble d'acteurs qui font partie intégrante de ce système-là, parce que c'est un problème systémique en réalité. Ce n'est pas un problème imputable à tel ou à tel autre. Il faut refondre la machine systémique qui concerne l'administration pénitentiaire au Cameroun. Après vous, j'aimerais également avoir la réaction de Maître Emmanuel Pensy. Il y a eu un conseil de cabinet cette semaine, un communiqué rendu public, pas un mot sur les mutineries survenues à la prison centrale de Yaoundé, prison principale de Boya. Pourtant, en début de semaine, juste après ces événements et les actes de torture décriés par les avocats de certains prévenus, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés sur la situation, évoquant l'insuffisance de renseignements prévisionnels pour prévenir ce type d'événements et interpellant leurs collègues sur la nécessité de pouvoir mettre sur pied une cohésion gouvernementale face à ces velléités insurrectionnelles dans les prisons et dans d'autres domaines de la vie publique au Cameroun. D'abord, je voudrais dire que, pour mes propos, pour les préciser, le fait qu'un frère du ministre soit mort n'a pas empêché de travailler. Et il faut savoir comment se font les prisons. Il y a un appel d'offres. Si vous dépassez 50 millions, si vous êtes dans les affaires qui posent plusieurs milliards, dizaines de milliards, si vous ne passez pas par un appel d'offres, on vous met en débat et on vous poursuit devant le TCS. Donc il y a une procédure lourde pour arriver déjà aux appels d'offres, le choix des personnes, etc. pour pouvoir construire. Il ne faut pas tout simplement d'avoir l'architecte, mais il faut également avoir l'entreprise, il faut avoir... Tout ça, c'est compliqué et ça met du temps. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Je tiens à vous dire que ça a été fait bien avant ces événements-là. Et dès que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est arrivé, il a commencé à régler le problème. Demandez aux magistrats. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau du ministère de la Justice. Vous parlez comme des profanes qui ne savaient pas ce qui se passe. Nous le vivons tous les jours. Ce que je voudrais également dire... Par rapport à Edmond, vous voulez voir le fait qu'on saisisse le ministre secrétaire général. Vous pensez que le ministre de la Justice ne discute pas avec le Premier ministre? Vous savez quelle est la distance entre leurs deux bureaux? Ça ne fait même pas 1 minute en voiture. Donc vraiment, ça ne fait pas très sérieux de commencer à dire pas de cohérence, etc. Alors que tout le monde ne parle que de ça. Vous, votre problème, vous voulez que toute l'action gouvernementale du Cameroun ne soit que sur le MRC et sur, comment il s'appelle, sur Mota. Et qui l'a dit? Non, vous avez dit ça. Vous avez même comparé ce monsieur-là à Lumumba qui était, j'allais dire, un naïf. Ça te gêne parce que lorsque vous êtes en face du roi des Belges, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Il faut un langage diplomatique, c'est ça qu'il a dit. Banalisez Lumumba. Deuxième chose, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'ai dit ce que j'ai dit parce que il a été la deuxième chose, il a été naïf. Banaliser la mémoire de Patrice Lumumba. Restons sur les questions. La deuxième chose, c'est que quand on saisit le secrétaire général de la présidence, c'est pour aller vite. Vous qui êtes pour le fait que... On court-circuite le Premier ministre. Le Premier ministre est au courant, parce qu'il discute tous les jours avec le ministre de la Justice. C'est vous qui dites qu'il faut aller vite, il faut faire ceci vite. Est-ce que vous êtes sûr que le ministre de la Justice n'a pas... le Premier n'a pas été ampliataire de ces dossiers? Est-ce qu'il n'a pas des éléments dans le cadre de la coordination, parce qu'ils se parlent tous les jours sur les dossiers brûlants? Donc vous ne connaissez pas comment fonctionne le gouvernement. Et vous n'avez pas à expliquer à quelqu'un qui connaît les rouages de l'État, comme le ministre d'État, Laurent Esso, comment il doit fonctionner. La deuxième chose que je voudrais vous dire, ici, dans le cadre de ces choses, vous êtes maintenant en train de dire, il y a les tortures, il y a les soucis. Les avocats parlent beaucoup. Bon,
Ils sont toujours en train de dire des choses. Moi, mes confrères, on a fait ceci, on a fait ça. Vous voulez que les avocats viennent en prison à 23h, à minuit. Ça n'existe pas. Je vous ai dit que nous avons des textes et des règles. Un avocat ne peut pas aller voir quelqu'un. Et quand il y a des situations exceptionnelles comme celle du dernier, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de situation exceptionnelle. Les heures sont prévues par la loi. Et un avocat qui se présente à 21h, il ne va pas entrer. Dans l'administration, ne devrait pas être. Excuse-moi. L'administration est rentrée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit où les gens étaient en train de brûler et faire des incendies. Donc vous ne savez pas comment on gère les affaires de la justice. La deuxième chose. Mettre Pincy à la parole. Mettre Pincy, allez-y. Que je dois dire que je crois que notre ami Bika a fait en disant qu'il ne faut pas attaquer une personne. Je crois que j'ai vu que Edmond, par exemple, et quelques-uns attaquaient et le Premier ministre et chef du gouvernement et ministre Laurent Esso. C'est une mauvaise cible. Vous attaquez à deux personnes qui sont compétentes et qui font bien leur travail. Le Cameroun a un problème qui concerne, et tout le monde le sait, tout ce qui concerne les marchés publics. Et nous en avons parlé. Ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que ceux qui sont allés vite se sont retrouvés être mis en débat. Et il faudrait faire très attention quand on est en train de faire un travail qui coûte des milliards. Déjà, le fait que ce budget ait été accepté, qu'il y ait des appels d'offres, que les entreprises sont en train de construire, est quelque chose de très important. La deuxième chose que je voudrais dire ici, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas toujours s'attaquer à telle ou telle personne. Le problème, c'est que le gouvernement camerounais travaille, mais que c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a sous ses ordres un ministre délégué, également un secrétaire d'État qui s'occupe spécifiquement des affaires de la prison, et que ceux-là ont fait leur travail. Donc, avant de parler, essayez de les rencontrer, Edmond, parce que vous êtes un journaliste quand même pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Ne vous attaquez pas à une personne en pensant que le président Biya va changer de gouvernement parce que vous avez fait un discours à droit de réponse. Allez vous renseigner auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est quelqu'un d'ouvert. Ne l'attaquez pas comme ça. Allez vous renseigner. Le ministère est ouvert. Pourquoi une allez vous laisse l'affaire d'attaquer. Le terme attaquer là. Je vous en prie, permettez à mettre Pincy. Vous nous faites dire ce que nous n'avons pas dit. C'est ce que vous avez dit. Nous attaquons à personne. Il faut que nous interpellons. Monsieur Elvis et Edmond, je vous en prie. Nous n'attaquons personne. Nous interpellons les autorités concernées dans leur domaine par rapport à un dossier qui va être géré. Nous sommes dans notre rôle de vigie. Je dois le dire, Maître Pincy. Nous n'attaquons personne. Attendez, s'il vous plaît. Maître Pincy, je voudrais dire à Edmond. Retirez votre mot attaquer. C'est l'interpellation. Ce n'est pas attaquer, nous interpellons. Oui, parce qu'attaquer, c'est autre chose. Vous avez dit qu'il fallait qu'il nous parlons le français, mais pas le français. Vous avez demandé qu'il rentre son tablier. C'est une interpellation. Vous avez dit qu'il rentre son tablier. C'est une interpellation. Vous avez attaqué. Monsieur, ce n'est pas une attaque. Vous avez attaqué. Si vous dites qu'un ministre doit partir du gouvernement, vous l'attaquez. C'est votre point de vue. C'est une interpellation. Interpellation avec attaquante. Edmond Kambia, c'est terrible. Edmond Kambia, comment on résout ce problème de malgouvernance pénitentiaire qui se pose avec acuité depuis de nombreuses années et dont la mutinerie n'est l'une des conséquences visibles aujourd'hui? Vous savez, comme dans beaucoup d'autres domaines où on appelle au dialogue, moi, à mon modeste niveau, je voudrais qu'on fasse au moins les états généraux de l'état pénitentiaire au Cameroun. Parce qu'avec les états généraux, on réglerait plusieurs problèmes à la fois. Et le premier problème qu'on résoudrait, c'est la question fondamentale, lancinante, cruelle de la surpopulation carcérale dans nos prisons. Le deuxième problème qu'on réglerait, c'est celui des lenteurs judiciaires. Un troisième problème qu'on résoudrait à travers les états généraux de l'état pénitentiaire au Cameroun serait les conditions de vie des détenus dans nos prisons. Vous savez, nos prisons datent d'avant l'indépendance pour la plupart. Et comme vous le savez, la prison de Neubel à Douala, comme la prison centrale de Konengi,
initialement prévu pour 800 personnes, qui accueille 6000 et poussières, ce n'est pas normal. On le dit tout le temps. Tout à l'heure, Maître Pensy parlait des appels d'offres pour des marchés qui visent à construire ces prisons. Ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs années qu'on parle de ça. Ce n'est pas nouveau. Ce discours n'est pas nouveau, Maître Pensy. C'est en cours. Les constitutions sont en cours. Ce n'est pas nouveau. Même 20 ans. Et bientôt, le septennat va s'achever. Allez vous renseigner. Le septennat va s'achever. Je renseigner. précise qu'on en parle depuis le septennat passé. Mais vous n'avez pas fait Et l'enquête. ça n'a pas bougé. Cette fois, vous n'avez Je pas fait connais ce l'enquête. dossier. Non, non, non. Merci. Allez On en prendre- parle depuis allez plusieurs prendre des décennies. photos. Messieurs, On en parle depuis plusieurs allez décennies. prendre des Donne-moi la parole, Maître Pensy. Donc, je propose des états généraux de l'état pénitentiaire auxquels on associerait des ministères qui sont liés à l'administration pénitentiaire. Deuxièmement, il faudrait enfin qu'au Cameroun, on donne au Premier ministre sa place. Parce que nous n'avons pas le sentiment, dans plusieurs dossiers qui sont gérés, que ce soit la crise anglophone, que ce soit l'affaire des détenus qui sont en train de faire mutinerie à Yaoundé comme à Boya, on ne sent pas le Premier ministre. On n'a pas l'impression que nous avons un chef de gouvernement. Oui. Si notre chef de gouvernement, c'est juste une façade, mais alors il faut supprimer ce poste et qu'on sache désormais que celui qui joue le rôle de Premier ministre, c'est le secrétaire général à la présidence de la République. Que ce soit clair. Et pour cela, même s'il faut, n'est-ce pas, faire une modification de la Constitution, on lui attribue ses fonctions. Et j'espère que cela ne cache pas le débat qui est en cours sur la question de succession de gré à gré. J'espère qu'il n'y a pas des choses qui se cachent derrière. Et enfin, pour chuter, il faudrait qu'enfin, que lorsque des problèmes se posent, qu'on entende la voix du chef de l'État. On ne l'entend pas. Il est trop silencieux. Il est d'autant silencieux depuis son retour de Genève qu'on se demande s'il est encore avec nous. Ou alors si c'est celui auquel font recours les ministres actuellement qui nous gouvernent. Si c'est le cas, qu'on nous le dise. Le président de la République du Cameroun interpellé à la suite d'une résolution 358 adoptée à la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Dans cette résolution, la Chambre des représentants aux États-Unis demande au gouvernement camerounais de respecter les droits humains des Camerounais qui manifestent de façon pacifique. Les Américains également qui appellent à la libération de Maurice Kamto, ses militants du MRC et les cadres politiques afin qu'ils participent aux prochaines élections législatives municipales et régionales. Les Américains, dans leur résolution qui appelle à la libération des prisonniers issus de la crise anglophone, aux réformes constitutionnelles et un probable retour au système fédéral, suggestion de la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Serge Aimé Bikoy, cette adoption de la résolution de la Chambre basse du Parlement fédéral américain a suscité de vives réactions dans la presse camerounaise, même au sein du sérail. Le projet avait été posé sur la table de ces représentants de la Chambre des représentants il y a quelques mois. Celle qui était l'initiatrice de cette initiative, de cette résolution, était au Cameroun également pour discuter à la fois avec le président du Cameroun, à la fois avec les officiels camerounais de la crise anglophone. Et voilà la résolution qui vient d'être adoptée, une résolution qui va à l'encontre de ce que le gouvernement espérait concernant la position des États-Unis sur la crise anglophone. Absolument. Et ça permet là de situer un ensemble de déterminants qui avait été posé depuis des mois par rapport à l'incarcération des prisonniers du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous savez que tout est parti d'abord pour situer l'historique de cette résolution de la venue ici au Cameroun de Peter Thibault-Nami, qui est le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui avait justement posé ce problème et qui avait discuté avec les autorités officielles concernant justement la situation de la crise post-électorale, situation dans laquelle le MRC est justement au cœur. Mais il faut relever que lorsque l'on voit comment l'on parle de l'agencement d'un ensemble d'autres invariants, en mai dernier, on se situe également du fait suivant lequel il y avait le Parlement américain qui avait justement fait un tour ici au Cameroun où ces problèmes avaient été également répertoriés. Et 2 mois après, on se rend davantage compte que les mêmes problèmes sont toujours posés, à savoir qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait cette description de l'atmosphère politique.
Donc, moi, je pense manifestement que au fur et à mesure que les mois s'écoulent, il y a un agencement d'un ensemble de facteurs qui traduisent qu'il faut véritablement résoudre le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à cette crise-là. C'est vrai que le gouvernement camerounais trouve un ensemble de solutions pour essayer un peu de résoudre cela à travers la libération de quelques militants dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont aujourd'hui, il faut le dire, au nombre de 59. Mais il faut relever que dans cette résolution du Sénat américain, il y a une principale résolution qui porte sur la libération du président national du MSC et de ses alliés politiques. Vous avez également une deuxième résolution qui porte sur la dynamique d'un ensemble d'actions qui permettront au MSC de pouvoir se mobiliser une fois de plus sur le terrain dans l'optique des élections locales à venir, que ce soit les élections législatives, municipales et régionales. Vous avez également une autre résolution qui permet davantage de pouvoir pacifier en quelque sorte la situation sociopolitique actuelle, de manière que l'on ne puisse plus vivre des crises. Vous avez également une autre solution qui porte davantage sur un ensemble de mécanismes d'action permettant au MSC de pouvoir ne plus être confronté à l'interdiction des manifestations publiques ici au Cameroun. Vous savez bien que chaque fois que le MSC voulait organiser par exemple les marches pacifiques ou bien l'inscription des militants, que ce soit à Douala, Yaoundé, à Bafoussam, il y a toujours des forces de l'ordre qui interviennent pour interdire ces événements-là. Donc lorsque vous voyez ce conglomérat d'un ensemble de situations, ça permet davantage de constater qu'aujourd'hui, il y a un problème qu'il faut résoudre. Parce que dès le départ, beaucoup d'organisations internationales ont posé ce problème, que ce soit le Parlement européen, Amnesty International, le Sénat américain aujourd'hui. Ça montre véritablement que cette convergence de points de vue mérite qu'on s'y attende de manière que le gouvernement puisse finalement résoudre ce problème. Sinon, il y aura toujours ce type de réaction pouvant davantage permettre à l'État de voir dans quelle mesure. Même si aujourd'hui on peut noter que ces résolutions du Sénat américain n'ont pas une connotation coercitive, de manière que le gouvernement puisse justement s'y atteler résolument. Mais moi je pense qu'il faut prendre en considération cela et de voir comment on peut résoudre. Justement, sur la résolution de la Chambre basse du Parlement fédéral américain, Edmond Kambia, vous êtes internationaliste. Une telle résolution adoptée à la Chambre basse du Parlement fédéral américain, que va-t-il se passer juste après? Non, mais il y a toute une procédure. Vous savez que le Congrès américain est constitué de la Chambre des représentants et du Sénat. Chacune des chambres va s'occuper de ces résolutions-là, va se prononcer sur ces résolutions. C'est au sortir de la prise de position du Sénat et de la Chambre des représentants que le document final va sortir. Et au terme de cette procédure-là, il reviendra à l'exécutif américain de travailler sur la question à travers le département d'État qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis. Et dans le département d'État, il y a une sous-section qui s'occupe des questions concernant les relations entre les États-Unis et l'Afrique. C'est cette section-là qui a un responsable qui va gérer le dossier qui concerne les relations entre le Cameroun et les États-Unis relativement à cette résolution. Et à ce niveau, il faut le dire, quand on arrivera à cette étape, après le Congrès, ce sera l'exécutif américain. Et dans l'exécutif, ce sera le département d'État qui va gérer ce dossier dans les relations bilatérales entre États-Unis et Cameroun. Et cela va compter. C'est-à-dire, les États-Unis mettront, je peux le dire, comme dans un package deal, dans sa coopération, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, financière et autres, pour avancer sur un certain nombre de domaines, il faudra que le Cameroun applique ce que les États-Unis vont proposer au Cameroun relativement à tout ce qui a été dit sur la libération du leader du MRC, les alliés de sa coalition et ses militants, en ce qui concerne l'ensemble des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, qui y sont encore et dont on a vu les mouvements d'humeur il y a quelques jours, et en ce qui concerne également la crise anglophone d'une manière globale, où ils disent en réalité ce que les autres ont déjà dit. Comme disait M. Bikoy tout à l'heure, le Parlement européen a voté toute une résolution sur la question, l'Union africaine en a parlé, l'Union européenne, au niveau de sa commission,
Donc, cela signifie une chose en définitive pour chuter, c'est que quand on passera à l'étape de l'exécutif américain, rien ne sera plus comme avant. Elvis, sur la sortie de la Chambre basse du Parlement fédéral américain qui appelle le gouvernement à mettre sur pied un dialogue inclusif sans précondition et libérer tous les prisonniers issus de la crise anglophone et de la crise sociopolitique au Cameroun afin de calmer les tensions à travers le pays. Comment vous appréciez cette sortie de la Chambre des représentants des États-Unis à propos de la situation sociopolitique au Cameroun? Well, Cedric, in the first place, it is a laudable effort when you find at the international scene or at the level of diplomacy where another country is cautioning Cameroon to do all it can to regulate the socio-political tension we have. As I said earlier, we have a government that thinks that they know too much. We have a government that undermines diplomatic moves. And sometimes you see, some of them will say, Cameroon is sovereign. You know, they have that statement in a very arrogant manner. But just like what Edmond was saying here, there are stages. When it will get to the State Department and get to the White House for action, I want to assure you that I have been telling people that there is diplomacy on the table and under the table. Cedric, people don't know. If you go to the United Nations, we have voting rights like the United States of America. Equatorial Guinea has the same voting rights like the United States of America. But when it comes to the complex phase of diplomacy, America can decide and Equatorial Guinea will not do anything. And that's why I say that we are pushing this past to the wall. Because when we say we are sovereign and yet they assist us, of course, Germany withdrew its military assistance recently. America has done that. These are diplomatic indicators that things are falling negatively on Cameroon as we keep moving and pretending that Cameroon is sovereign state. That's why I said, Cedric, that when it gets to the stage that it passes and gets to the State Department and White House has all it takes to act, I want to let you know that whether we go or we come down, Professor Maurice Kamto and co, the allies, and all those that have been incarcerated will be released. But remember, Cedric, as we are ending here, that for all the crimes committed against humanity, as long as Cameroon has ratified them, note is being taken. Our files are being prepared at the ICC. Come rain, comes on someday, we all will go to ICC to answer things we did because we were stubborn. Après vous, Maître Emmanuel Pincy, sur cette pression américaine sur le gouvernement camerounais à propos de la situation sociopolitique du pays, sur la crise anglophone où les États-Unis, du moins la Chambre basse du Parlement fédéral américain, suggère des réformes constitutionnelles dans le cadre d'un dialogue inclusif, notamment le fédéralisme, et surtout demande la libération de tous les prisonniers du MRC et ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Comment appréciez-vous l'adoption d'une telle résolution à l'encontre du gouvernement camerounais? Ce que je dois dire dans le cadre de cette affaire, c'est que le Cameroun est un pays libre et indépendant. Ça va. C'est d'abord la première chose qu'il faut dire. Nous n'avons jamais été colonisés et nous ne serons pas colonisés même par un pays ami avec lequel nous entretenons des relations cordiales et amicales. Lorsque vous le dites... Cela dit, oui. Cela dit, bien évidemment, vous savez bien que le président Biya est mendiant de la paix et que lui-même toujours, depuis avant même que l'Union européenne et actuellement la Chambre des représentants des États-Unis le disent, il est pour la paix. Mais seulement, les paix à quelles conditions? Tous ceux qui ont assassiné, tous ceux qui ont empêché les enfants d'aller à l'école, tous ceux qui ont incendié des hôpitaux, qui ont tué des villages entiers, on va les laisser. Mais c'est quand même incroyable. Nous avons des procédures qui sont en cours. Je n'ai jamais vu les procédures qui sont en cours aux États-Unis et que quelqu'un se lève dans le monde en disant qu'il faut libérer les gens, que les gens qui ont tué, il faut les faire sortir. D'ailleurs, je rappelle qu'aux États-Unis, on vient de prendre des résolutions de condamner, les condamnations à mort seront exécutées cette semaine aux grandes dames de tout le monde. Ce que je voudrais vous dire dans ce cas-là, c'est que nous cherchons la paix, mais on ne peut que dialoguer qu'avec des interlocuteurs. Et ça, ce dialogue doit se faire. Ce que je voudrais également dire, qu'il ne faut pas faire le chantage à l'argent. Ben, dire, ouais, c'est aux États-Unis, on va plus nous donner l'argent, le Cameroun, le Cameroun doit être la pute. Il y a des sites d'information américains, politico.com, qui a révélé ce week-end que le gouvernement camerounais
a payé des grands cabinets américains pour faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral américain afin d'éviter d'éventuelles sanctions dans le cadre de l'adoption de ces résolutions prises par la chambre basse du Parlement fédéral américain. Je n'ai pas cette attitude. Je n'ai pas ces nouvelles, mais toujours est-il que c'est normal. Il existe surtout à Washington des grands cabinets qui s'occupent que du lobbying. Ça existe dans tous les pays du monde. Grâce au lobbying des cabinets américains, un pays comme la Guinée équatoriale a fait en sorte que Chevron, qui donnait 5 milliards, a donné 10 milliards de francs CFA dans un budget. Donc d'un côté, le gouvernement camerounais, le gouvernement de l'autre, pas du tout. Il va négocier pour éviter des sanctions. Le lobbying est quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. Même au niveau de l'Union européenne, il y a des gens qui ont des cabinets de lobbying qui travaillent pour avoir à peu près des investissements et tout. Ça ne me paraît pas une mauvaise chose. Ce que je voulais dire tout simplement, ne nous faites pas le chantage à l'argent et ne pensez pas que la justice camerounaise qui est saisie ne fera pas son travail. Elle fera son travail et le président de la République, tout le monde le sait, pourrait prendre en disant des dispositions, soit amnistier des gens, soit également faire en sorte qu'il y ait des dispenses de peine pour arriver à une solution. Mais pour moi, à titre personnel, je voudrais que la justice aille jusqu'au bout, que voici les gens sont coupables, que les gens qui ont tué ne soient pas dans l'impunité. Ce n'est pas ceux qui ont assassiné, il faut aussi penser aux familles qui ont tout perdu. On ne va pas laisser les gens faire comme ça. Notre pays est un pays souverain et nous aimons bien les États-Unis. Et comme aux États-Unis, nous allons également appliquer les textes de loi et que le président de la République pourra, et à mon avis, je sais qu'il pourra le faire, trouver des solutions pour la paix, pour cette situation qui est actuellement dommageable pour notre pays. C'est la fin de cette émission. Merci Serge-Aimé Bikoy d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Maître Emmanuel Pincy, d'avoir participé à ces échanges. Merci également à Fa Elvis d'être venu ce dimanche. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'avoir participé également à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.